Alors, bonsoir et bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette session au sujet des émotions, hein, comment agir avec intelligence avec nos émotions, présentée par François Lorrain. Euh, on nous demande chaque fois de dire quelques mots au sujet de l'Union européenne du yoga. Celle-ci a été fondée en 1971 par deux personnes, Gérard Blitz et André van Liesbeth. Et ils ont réuni les représentants des fédérations nationales en Suisse en 1971. Et là, ils ont créé l'Union européenne des fédérations de yoga. Mais ensuite, cette union est devenue Union européenne de yoga. Et aujourd'hui, elle se compose de 24 fédérations nationales qui sont réparties dans 15 pays en Europe. L'Union européenne de yoga définit les normes applicables aux formations de professeurs de yoga en Europe. Et les cours reconnus par l'Union européenne de yoga consistent en un minimum de 500 heures de formation qui sont réparties sur au moins 4 ans. Elle est l'association professionnelle de yoga la plus expérimentée en Europe. Et chaque année, l'Union européenne de yoga organise un congrès international de yoga à Zinal, en Suisse, à Valais. Et c'est toujours au cours de la dernière partie du mois d'août. Et le thème du congrès de cette année-ci est Bhava et Rasa, ce qui signifie donc les émotions dans le yoga, ce qui est aussi un thème de cette conférence de ce soir. Et vous avez trouvé cette série de conférences sur le website de l'Union européenne. Et il y en a encore plusieurs qui sont planifiées, donc n'hésitez pas hein, d'aller chercher pour découvrir de nouvelles sessions intéressantes. Alors, comme j'ai dit, notre invité de ce soir est François Lorrain. Donc, la conférence est composée de trois parties. Et la première partie, c'est les émotions dans la littérature. Deuxième partie, les émotions dans le Yoga Sutra. Et on vous demande d'attendre à poser les questions jusqu'à la fin de la deuxième partie. Donc, il y a une troisième partie qui consiste en des réflexions au sujet du thème de ce soir, réflexions à partager. Alors, je cède la parole à François. Merci beaucoup, Luc. Ça doit être un peu lassant de voir répéter l'historique de l'Union européenne, mais en même temps, c'est nécessaire. Il peut y avoir de nouveaux venus. Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Et trois parties, les deux premières vont être courtes. C'est pour rendre justice au choix du thème de Zinal qui parle de rasa et de baba, qui sont deux termes qui correspondent plus ou moins à émotion et sentiment en français. Et d'ailleurs, je regardais la distinction entre émotion et sentiment, elle est juste une distinction temporelle. Le sentiment, c'est une émotion qui dure, alors que l'émotion, c'est quelque chose qui ne s'étale pas dans le temps. Donc quelque chose de plus immédiat et de moins durable. Mais bon, je crois qu'on utilise un peu en français l'un ou l'autre terme pour signifier les mêmes choses. Alors en sanskrit, les deux termes, c'est bhava, qui vient de la racine bhu, être, exister, devenir, puisque c'est l'être en devenir, celui que nous connaissons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons les uns et les autres, celle de la vie sur cette planète Terre. Ça signifie donc existence, état, origine. C'est le sens le plus général. Et puis, ça a un sens particulier qui est en relation avec les différentes formes artistiques qui ont vu le jour en Inde, comme pratiquement partout ailleurs. Et là, ça signifie la qualité du sentiment exprimé par un artiste et sentiment ressenti par le spectateur de son œuvre artistique.
que ça soit de la peinture, de la sculpture, de la poésie, de la musique. Le bava, en fait, c'est un partage de sentiments esthétiques, l'un venant du créateur et l'autre du spectateur qui a suffisamment de sensibilité pour percevoir et réagir à l'intention de l'artiste, du créateur. Alors, évidemment, on a tous, je pense, envie de ressentir des émotions esthétiques positives. Et c'est toujours embarrassant en tant que formateur et enseignant de yoga d'avoir à dire que ça pose autant de problèmes que ça peut apporter de satisfaction, le sentiment esthétique, le sentiment artistique qui nous nourrit. Mais ça, on le verra dans la troisième partie par un partage de réflexion là-dessus. Le deuxième terme, c'est rasa. Alors, rasa, ça veut dire le suc, le jus, la moelle. Donc, quelque chose qui circule à l'intérieur de quelque chose d'autre. Et ça également, donc, comme bava, dans l'art, le sens d'un sentiment, d'une émotion ou d'une expérience artistique générée par un auteur, un créateur, un artiste, mais aussi il faut un spectateur, un récepteur suffisamment sensible pour pouvoir éprouver ce que la finesse de la sensibilité de l'artiste qui s'exprime à travers soit des formes, soit des sons, soit des mots. Et c'est donc là peut-être intéressant de connaître les rasas, les jus ou les sucs repérés dans la culture de l'Inde. Et vous allez voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous appelons les émotions. La première, le premier sentiment ou émotion artistique qui est décrit, c'est Shringara, le sentiment érotique. C'est pas tout à fait un hasard puisque on va appeler ça la mythologie, mais c'est pas vraiment le bon terme de l'Inde. Le premier né des dieux, c'est Kama, c'est le désir érotique qui est considéré comme celui qui donne naissance à tout le reste. Donc l'érotique, c'est le premier sentiment ou premier suc euh, qui nourrit l'artiste et le spectateur. Le deuxième sentiment ou émotion, c'est hasya. Hasya, H-A long S-Y-A. Ça veut dire le comique, ce qui nous fait rire. C'est quelque chose qui est hilarant. Alors, quand on regarde par exemple, les pièces de théâtre Kathakali, c'est presque caricatural. Euh, c'est difficile d'en rire quelque part, mais je pense que ça fonctionne bien avec les spectateurs fondamentaux de ce genre de théâtre qui sont la plupart du temps des villageois, des paysans, des pêcheurs, et pour qui ce comique fonctionne. Le troisième sentiment ou expérience esthétique, c'est karuna. Donc, qu'on connaît en yoga sous la traduction de compassion, mais ici, ça veut dire surtout le pathétique. C'est-à-dire ce qui nous fait pleurer, ce qui nous émeut aux larmes, qui donne naissance à la tristesse. Le quatrième, c'est Raudra. C'est dérivé de Rudra, le nom de Shiva, celui qui fait pleurer. Mais Shiva, il fait pleurer, mais il est aussi
l'expression même de la fureur dans certaines circonstances, hein. Souvenez-vous de l'histoire de Ganesh, un des fils de Shiva et de Parvati, si je me souviens bien, et Parvati est fatiguée, elle veut faire la sieste, elle demande à son fils Ganesh de garder la porte de la chambre, parce qu'elle connaît les appétits amoureux de Shiva qui sont illimités. Et Shiva, évidemment, est pris d'un désir intense et il veut rentrer, son fils l'en empêche et Shiva le foudroie de son troisième œil, lui coupe la tête. Ça réveille Parvati qui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Répare-moi ça tout de suite. Et donc, il y a un troupeau d'éléphants qui passe. Avec son troisième œil, il scinde la tête d'un éléphant et il la pose sur le corps de son fils. Et c'est comme ça que Ganesh est né. Donc, Raudra, c'est la fureur de Shiva quand on l'empêche de satisfaire ses désirs sexuels. Le cinquième rasa, c'est Vira, l'héroïque. Alors là, évidemment, c'est pas propre à l'Inde, hein. Si on prend l'exemple de la Grèce, les grands textes, l'Iliade, l'Odyssée, etc., ça résonne d'exploits de héros. Et en Inde, c'est la même chose. Le Mahabharata, le Ramayana, c'est l'histoire d'être héroïque qui touche la fibre euh, de l'admiration des êtres humains qui aimeraient être aussi des héros, mais qui n'en ont pas toujours la stature. Donc la posture de yoga Vira Bhadra, le héros bénéfique, ou de Virasana, la posture du héros tout court, vous savez, assis entre les jambes, les fesses sur le sol. Ça tire pas mal dans les genoux et les chevilles. Le sixième rasa, c'est Bhayanaka, l'effroyable, ce qui nous terrorise. Imaginez ou essayez de retrouver le pire cauchemar que vous ayez jamais fait dans votre existence, et ben vous êtes en plein dans ce sentiment de Bhayanaka. Le terme Bhaya, ça veut dire la peur, mais pas juste une petite peur comme ça, accessoire, hein. Vraiment quelque chose qui nous terrorise, qui a un ressort fondamental aujourd'hui aussi dans les romans policiers, dans les films policiers ou d'épouvante. L'être humain continue à être fortement mu par cette qualité ou cette émotion plutôt. Le septième rasa, c'est Bhibatsa. Bhibatsa. Alors, c'est l'odieux, ce qui nous dégoûte, le comportement inacceptable de quelqu'un, le traître, hein, celui qui trahit toutes les valeurs, qui est odieux de toutes les façons possibles et imaginables. C'est très, comment dire, excitant à regarder parce que ça nous permet de projeter sur quelque chose d'extérieur tout l'odieux qu'on porte en soi et qu'on ne veut pas regarder. Parce qu'on a tous des aspects odieux, mais c'est rare qu'on les reconnaisse. Le huitième, Adbhuta, le merveilleux. Alors là, le merveilleux, ça pourrait être pour nous la nature, etc. Mais en Inde, c'est plus, on pourrait presque dire le miraculeux, quelque chose qui dépasse les lois de la nature et qui, bon, Jésus qui marche sur les eaux, hein, par exemple, dans notre culture. Et normalement, pendant je dirais des siècles, peut-être même des millénaires, ça s'arrêtait là. Il y avait 8 rasas. Et puis, à l'époque du Bouddha, je pense, ou juste après, je ne sais pas exactement quand, on en a ajouté un neuvième qui est Shanta, l'apaisement, la tranquillité. Le yogi en méditation, les yeux fermés, hein. L'image euh, un peu d'épinal du yogi
que rien n'affecte, rien ne touche et qui est en état de paix malgré Trump, malgré Poutine, malgré l'Iran, malgré Gaza, malgré tout ça. Donc voilà comment, je pense, a été pensé le thème de Zinal, parce que c'est notre président qui l'a suggéré, et il a très clairement utilisé ces deux termes, et je pense que c'est dans cette optique-là qu'il l'a proposé, et c'est très bien. Mais ça va un peu en contradiction avec un certain aspect de l'enseignement du yoga, donc je viens à la deuxième partie. Après quoi, si vous avez des questions sur ces deux premières parties, n'hésitez pas. Dans le Yoga Sutra, il n'y a pas vraiment mention ni de bhava ni de rasa, mais il y a dans la description de l'Ashtanga Yoga, des huit membres du yoga, dans le second chapitre, les sutras 33 et 34. 33, Pratipaksha Bhavanam, c'est une forme de méditation qui est proposée quand on est envahi par des tendances antagonistes au yama et niyama, les deux premiers membres de l'Ashtanga Yoga. Et le mot Pratipaksha, ça veut dire une aile et l'autre aile, les deux ailes. Un paksha, c'est une aile, et prati, c'est un mouvement d'aller d'une aile vers l'autre aile. C'est-à-dire une réflexion sur l'acte et ses conséquences. Si j'agis de cette façon, que va-t-il se passer selon mon expérience et mon intelligence? Si j'agis de cette autre façon, que va-t-il se passer selon mon expérience et mon intelligence? Et ce moment de réflexion est censé nous conduire à réaliser que ce qui nous est, comment dire, dicté dans l'instinct, par le désir, par la colère ou autre, ça peut avoir des conséquences très fâcheuses, et en particulier pour soi-même, mais pas seulement, et que donc ça devrait suffire pour nous faire prendre un recul qui nous permet d'éviter de tomber dans le piège de la réactivité dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est là où on va trouver peut-être, en tout cas, un des termes qui correspond à notre idée, nous, occidentale, d'émotion. Les trois termes qui sont utilisés pour décrire les réactions antagonistes au yama et au niyama, c'est les termes de lobha, krodha et moha. Lobha, c'est l'envie, le désir. Alors, c'est pas vraiment une émotion dans le parler usuel des gens. Euh, je ne sais pas si vous qualifiez le désir, l'envie d'émotion ou de sentiment, mais si on garde la définition, ce qui ne dure pas, c'est une émotion, et ce qui s'installe dans la durée, c'est un sentiment. Comme en général, on ne peut pas assouvir son désir immédiatement, ce désir se prolonge dans le temps et ça devient un sentiment d'envie ou de désir qui dure jusqu'au moment soit du renoncement, soit de l'accès à la réalisation de ce désir, où en général il cesse d'exister et il donne sans doute assez rapidement place à la frustration et au besoin du renouvellement de l'expérience de l'oba, du désir. Krodha, la colère. Alors la colère, ça c'est vraiment une émotion, le terme classique pour décrire la colère, c'est l'émotion, parce que c'est quelque chose qui surgit la plupart du temps avec violence et qui ne dure que le temps qu'elle dure, mais c'est-à-dire c'est une colère, c'est pas du ressentiment, hein, de la colère mise en boîte, rentrée et véhiculée. C'est quelque chose qui est, sinon instantané, du moins extrêmement violent et rapide. Donc ça correspond bien à la définition de l'émotion comme étant quelque chose qui ne dure pas.
mais qui peut se transformer et durer sous la forme, par exemple, du ressentiment. Et moha. Alors, moha, ça correspond difficilement à l'idée d'émotion pour nous parce que moha, ça veut dire la bêtise, ou comme j'aime pas trop utiliser ce terme, en tout cas, ma femme me fait toujours remarquer que les bêtes ne sont pas bêtes, il n'y a que les humains qui le sont. Donc je vais dire la stupidité, hein, plutôt que la bêtise. C'est-à-dire l'incapacité à vraiment comprendre ce qui se passe en soi ou en l'autre ou dans l'environnement et qui fait que nous agissons avec stupidité. Voilà, c'est les seuls, enfin, du moins à ma connaissance, le seul moment où Patanjali parle de ce qui pourrait être appelé émotion ou sentiment ou les deux. Et c'est d'une manière assez négative puisqu'il les décrit comme la cause de l'égarement et de conséquences funestes à venir, soit dans un présent rapproché ou dans un présent futur, dans un futur présent, parce que les circonstances peuvent permettre ou non aux conséquences de ces émotions de se manifester vite ou dans un temps plus lointain dans nos existences, qui pourtant ne durent pas très longtemps. Alors, c'est quelque chose de réellement différent de ce qui a été dit dans la première partie, l'émotion esthétique, la saveur esthétique, l'expérience esthétique, et cependant, et ça va être essentiellement la réflexion de la troisième partie, il y a quand même un point commun dont j'aimerais pouvoir parler et développer. Mais je vais m'arrêter un instant parce que si dans ces deux premières parties, il y a des choses qui vous ont posé question ou que vous voulez revenir dessus, on va prendre le temps de voir si vous avez de telles questions ou de telles réflexions à partager. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc, est-ce que je continue ou vous voulez réagir? François, Qui parle? Laurence, Oui. finalement, tu vois, j'ai pu assister. Oui, je réagis sur ce que tu as dit dans la deuxième partie et par rapport au fait que prendre le temps de la réflexion pour ne pas être dans la réaction, mais pas forcément dans l'action, mais pas dans la réaction. J'ai eu l'opportunité de l'expérimenter et j'essaie maintenant d'être dans ça. Si je donne un exemple, je reçois par exemple un SMS, un message qui est assez vindicatif et je me suis rendu compte que d'un seul coup, je lâchais les chevaux au galop et que j'étais en train de répondre. Et puis au bout d'un moment, avant d'envoyer, je dis non, stop. Et en fait, j'ai posé mon téléphone et j'ai pris un temps de réflexion. J'ai laissé passer un temps. Et ce temps-là m'a amené à me dire que finalement, j'avais rien à répondre à ce que j'avais reçu. Donc, je trouvais que ça illustrait, enfin, ce que tu avais dit et ce que j'ai expérimenté plusieurs fois, enfin, au moins deux, trois fois. Et de fait, maintenant, j'ai tendance je vois les chevaux partir au galop. Intérieurement, je vois que je réagis, mais j'évite maintenant, je prends le temps de me dire non, pause. Et je vois après si je reste dans cette dynamique-là et que ça justifie une réponse ou une réaction de ma part ou pas forcément. Voilà, c'est juste ça. Je voulais illustrer parce que ça m'a vraiment parlé ce que tu as dit là. Voilà, Très c'est juste. bien, parce que c'est une étape importante, mais insuffisante en même temps, dans la mesure où, pour aller plus loin, il faut réaliser, je crois, deux choses. Premièrement, nous sommes dans l'ignorance des ressorts qui, dans la personne agressive, si c'est une personne agressive qui t'a écrit, euh,
font surgir cette agressivité. Il y a les ressorts peut-être de l'histoire entre deux personnes, mais au-delà de ça, il y a l'histoire personnelle qui explique l'agressivité ou la réactivité de quelqu'un, et ça nous échappe. Et donc, quand on réalise ça, ça permet de prendre un peu de recul et de se dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette agressivité? Et la seconde, encore plus importante, que j'aimerais développer par la suite, c'est quel pouvoir avons-nous réellement de, de maîtrise? Euh, Cet événement que tu décris, c'est pas quelque chose que tu as délibérément choisi, c'est la conséquence d'une maturation, d'une évolution ou d'une prise de conscience. Et que, en conséquence, même si tu penses être l'actrice ayant agi de cette façon-là, en fait, tu as été amené à agir de cette façon-là. Et à partir du moment où on réalise ça, ça relativise énormément nos manières d'être en termes de réaction et d'action et de réaction. Alors j'ai vu qu'il y avait, je sais pas si c'était juste un commentaire par rapport à ce que tu as dit, j'ai vu qu'il y avait une question, qu'est-ce que la frustration? Ah, bah, la frustration, c'est de ne pas recevoir, obtenir, faire l'expérience de quelque chose qu'on considère comme devant être offert à nous-mêmes par la vie, par l'existence. Ça parle d'une attente. Ça parle aussi souvent d'un manque. Peut-être que l'attente, le manque, sont de vrais gourous, si on apprend à les accepter, à les écouter, et à réaliser que... Ah, c'est la question émotion ou sentiment. Alors, ça dépend. Si frustration passagère, on pourrait qualifier ça d'une émotion. Ah, je passe devant un magasin où il y a une très jolie robe. Ça me touche et je rentre dans le magasin, je demande le prix et puis je vois que c'est totalement hors de mes moyens. J'en ressors frustré, mais la frustration, elle dure le temps de passer au magasin suivant où je vois une robe qui me plaît aussi et celle-là, elle est accessible, je peux me la payer, donc il n'y a pas de frustration durable. Par contre, j'ai vu à la télévision ou ailleurs un très bel homme, un acteur par exemple, et paf, coup de foudre. Oui, mais il est inaccessible. Alors cette frustration, elle peut durer très longtemps. À ce moment-là, c'est un sentiment de frustration. Si je garde la définition de la différence entre émotion et sentiment, l'émotion ne dure pas, la frustration en tant que durable devient un sentiment de frustration qui s'étale dans le temps. Et comme on est fabriqué de toutes sortes de sentiments de frustration, évidemment, on est un tissu un peu douloureux souvent. Tant qu'on n'a pas compris que la vie n'est pas là pour répondre à nos attentes, à nos besoins, même pas à nos besoins, et que la capacité à faire avec ce que la vie nous offre est peut-être l'école indispensable, enfin en tout cas l'enseignement indispensable à reconnaître ou à recevoir de la vie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ces deux premières parties, j'aimerais entrer dans la troisième. Alors, je redis les deux premières phrases du texte qui présentent le thème comment agir avec intelligence avec nos émotions. Donc, premier point, il ne s'agit pas des émotions de survie lorsque nous sommes confrontés à un réel danger, peur, colère, anxiété, etc. Quand il y a un danger, un chien se précipite dessus vers vous pour vous mordre. Que vous réagissiez par la colère, un bon coup de pied sur la truffe
ou que vous réagissiez par la fuite, courir plus vite que le chien, ça dépend de quelle race il est, bien sûr. Ce sont des comportements tout à fait honorables. Parce que à partir du moment où on a eu la chance d'apparaître sous la forme dans laquelle on est apparu, notre premier devoir, c'est de la préserver et de la maintenir dans son intégrité parce que c'est ainsi que la vie est faite et qu'elle nous a faites. Donc ça pose pas vraiment de problème. Et c'est une question de santé, de réactivité, de moyens. Si vous êtes embêté par quelqu'un sur la route, il vaut mieux avoir une voiture plus rapide que la sienne pour vous éloigner, et ainsi de suite. Mais ça, et là encore, il y a un facteur qui nous échappe, hein. On n'est pas toujours en mesure d'échapper au danger. Mais dans la mesure du possible, on essaye. On fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. L'idée de tendre l'autre joue quand on vous frappe, c'est une belle idée. Mais ça devrait s'arrêter à cela, être une belle idée, hein. Euh, il faut savoir se protéger, soit par l'agressivité en retour, soit par la fuite, soit par la disparition, le fait de faire le mort, hein. Il y a les trois réactions fondamentales de survie. Donc, la deuxième phrase dit, il s'agit surtout des émotions créées consciemment ou inconsciemment par des pensées du passé ou du futur. Et là, ça ouvre un domaine de réflexion fondamentale qui est très riche, peut-être un peu compliqué, quelquefois en opposition avec ce que les gens enseignent du yoga. Je ne dis pas que c'est le yoga qui l'enseigne, mais la manière dont c'est enseigné. Comme si comme s'il y avait des possibilités autres que de voir, de regarder en face les processus qui sont les nôtres pour, comment dire, prendre de la distance d'une manière réellement efficace avec ces émotions créées toutes pièces par la pensée. Euh, Déjà, il faut avoir vu comment la pensée crée l'émotion, comment la pensée crée les sentiments qui sont des émotions durables. Euh, je parle donc pas des émotions directement liées à l'instinct de survie. Je parle des émotions créées par la pensée, mais tout le monde ne voit pas la relation entre une pensée et une émotion subséquente ou un sentiment subséquent à la suite de nombreuses pensées dans la même direction. Donc ça implique un intérêt et une aptitude à être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Ce qui se passe en soi n'est pas différent de ce qui se passe en chacun d'entre nous. Ce qui se passe en moi n'est pas différent de ce qui se passe en vous. Ce qui se passe en chacun d'entre vous n'est pas différent de ce qui se passe en chacun d'entre vous. Ça prend peut-être des formes un peu différentes à cause des histoires différentes, mais fondamentalement, l'être humain est fabriqué sur le même modèle. Et le, la conscience humaine, le cerveau humain, euh, n'est pas différent en Chine, en Iran, en Afrique, en Papouasie, où vous voulez. C'est une constance. Et donc, observer ce qui se passe en soi, c'est observer ce qui se passe dans la conscience de l'humanité. Et c'est pas agréable en soi, c'est pas séduisant, c'est pas attirant. C'est pas quelque chose qu'on a envie vraiment de mettre en place. On préférerait regarder la surconscience ou la supraconscience ou quelque chose d'extraordinaire, faire l'expérience qu'ont fait les mystiques euh, ou, paraît-il, les yogis, parce que ça, c'est valorisant, mais est-ce
véridique? Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité de nos existences? Donc, le point central, il me semble, c'est de regarder en face le fait qu'il faut s'arrêter, il faut arrêter de se gargariser des expériences soi-disant prodigieuses d'autrui et regarder très exactement quelle est l'expérience que je vis maintenant, avec ses limites, ses difficultés, son périmètre assez limité et en même temps son universalité. C'est seulement à condition d'être clair là-dessus que peut-être cette conscience limitée peut se transformer. Krishnamurti parlait de mutation, c'est peut-être un mot très fort, mais quand le Bouddha s'est assis sous l'arbre de la Bodhi et qu'il est resté sans bouger, confronté à ses propres démons, démons qui ont été, comment dire, par la tradition bouddhiste extériorisés comme étant le démon lui-même, mais en fait c'était le démon porté par le Bouddha comme chacun d'entre nous porte le démon. Et qu'il a résisté à la tentation de toutes les nymphes ou je ne sais, les apsaras, les femmes magnifiques qui venaient, lui, l'ascète, le titiller. Il a fallu beaucoup de force, d'intelligence et de perspicacité et de courage pour confronter toute cette séquelle d'événements, c'est-à-dire tout le nettoyage du passé qui a pris place à travers son intensité. Je donne l'exemple du Bouddha parce qu'il est connu euh, dans le monde du yoga, mais l'exemple du Christ en est un autre et d'autres encore. Ça ne se fait pas tout seul, sans doute, bien qu'il puisse y avoir des exceptions, parce que, comme l'ont dit certains, tout existe dans ce monde, absolument tout. Donc, on ne peut pas tirer des conclusions sur une histoire particulière ou quelques histoires particulières. Mais en tout cas, pour nous, kidams, humains normaux, limités, euh, à moins que ça vous soit arrivé, ça semble pas arriver comme ça, spontanément, si souvent que ça. Et donc, la question qu'on doit se poser par rapport aux émotions, c'est doit-on les contrôler, les maîtriser? Alors, c'est la suite de mon texte, que je qualifie de processus inutile, dangereux et douloureux, car je pense que vous avez pu en faire l'expérience vous-même. Euh, la suppression n'est qu'une remise à plus tard, sous une autre forme, des conséquences fâcheuses des émotions réprimées, parce que réprimées, elles le sont, et donc elles vont se manifester comme toute énergie qui est polluée ou qui n'est pas libérée, elles vont se manifester sous une forme tragique ou une forme malsaine, pervertie, la maladie, les maladies chroniques, etc., ou de moins en moins de clarté et d'intelligence, de plus en plus de stupidité, pour revenir sur ce terme. Et donc, il me semble que avec un peu d'observation, on peut se rendre compte que la suppression n'est pas la solution. Là, je m'arrête un instant parce que s'il y a des partisans de la suppression, j'aimerais les entendre et leurs témoignages. Quelqu'un a posé la question de la frustration. François, est-ce que dans le mot suppression, ça veut dire que tu éradiques complètement ou que tu laisses filer? Non, non, bonsoir Martine. Non, Bonsoir. la suppression, c'est ne pas vouloir laisser s'exprimer quelque chose qui surgit de tes profondeurs parce que
tu portes un jugement de valeur conditionné sur le fait que c'est inacceptable d'être violent ou d'être menteur ou d'être je ne sais quoi. Et bon, une fois de temps en temps, peut-être ça peut être une solution. Mais quand c'est devenu une stratégie fondamentale de survie, c'est extrêmement destructeur parce que cette énergie s'est manifestée, qui avait besoin de s'exprimer, si elle est constamment assujettie à la volonté de l'être humain de la supprimer, elle va finir par se transformer en quelque chose de négatif pour lui-même et pour son environnement aussi, pour ses proches. Donc, il me semble que c'est pas une solution. Ça a été pourtant ce que les religions ont proposé, et le yoga d'une certaine façon aussi, sauf peut-être le yoga tantrique. Et encore, c'est moins sûr. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tantrisme. Donc, la suppression, non. Enfin, à mon avis, non. François, Oui, Cindy? c'est moi qui vous ai parlé de la frustration. Alors, euh, comme exemple, alors on en fait quoi? On la traverse, on l'exprime, on en fait quoi? Alors, ben, c'est bien sûr la question fondamentale. Que fait-on si on ne peut pas supprimer quelque chose? Alors, si on regarde, je vais essayer de répondre à ta question, mais ça ne va pas être comme ça instantanément. Si on Parce regarde, qu'avec, qu'est-ce que... pardon, parce qu'avec quelque chose de sympa, c'est chouette, mais quand c'est quelque chose de moins sympa, c'est là que ça devient compliqué. Oui, oui, bien Alors, sûr. c'est là que ça m'intrigue. Là, l'émotion, alors prenons la colère ou prenons le désir, peu importe. C'est une énergie. Hein. La valeur de l'émotion, même soi-disant négative selon la société, c'est de nous réveiller de notre sommeil. Parce que la plupart du temps, nous dormons. Qu'est-ce que je veux dire par nous dormons? Nous nous sommes enfermés dans un mode de vie, de pensée et d'action confortable, où on est le moins dérangé possible par ce qui se passe en soi et autour de soi. Ça veut dire, on ne regarde pas vraiment ce qui est en jeu dans les relations avec les autres et ce qui est en jeu avec ce qui se passe en soi. Donc l'émotion, d'une certaine façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un gourou parce que ça vient nous confronter, nous perturber, nous réveiller, nous obliger à être dans une autre manière d'être que simplement la recherche du confort. Je crois que c'était Baudelaire qui disait, ou alors c'est Rimbaud, je ne sais plus, je hais l'hiver parce que c'est la saison du confort. C'est un des deux, je ne sais plus lequel. Euh, on aime tous, moi j'aime comme vous sûrement le confort. C'est quelque chose qui nous endort confortablement, comme son nom l'indique, mais c'est pas ça qui va nous permettre de résoudre vraiment, si tant est qu'il y a une problématique des émotions, la problématique des émotions. La problématique des émotions telle que Cindy l'a décrite, c'est quand c'est quelque chose qui perturbe notre manière de voir et d'être qui nous semble incompatible, inacceptable avec nos valeurs, avec ce que nous avons compris de l'existence, ou, et ça c'est moins bien, avec nos conditionnements, parce que si les valeurs sont simplement des conditionnements reçus et non pas quelque chose qu'on a par nous-mêmes, par l'expérience de la vie et ce qu'on a pu voir de l'existence, conclu comme signification profonde de nos vies, le conditionnement, c'est un piètre outil pour avancer dans l'existence au-delà de nos recherches stupides, je dirais, de confort et d'habitude. Donc, c'est quand ça dérange et que ça fait mal que c'est intéressant parce que ça nous perturbe. Alors, comment faire avec cette perturbation? Quoi faire de cette perturbation ou comment faire avec cette perturbation? Et là encore,
le yoga insiste sur une qualité essentielle de toute personne qui aspire à une vraie transformation, c'est la qualité héroïque, hein, celle qu'on retrouve justement avec le terme vira. Euh, dans le premier chapitre, il y a ce sutra qui dit Smriti, Virya, euh, je ne sais plus exactement tous les termes, il y a à la fin Samadhi, Prajna. Mais Virya, la qualité héroïque, il faut un certain héroïsme pour confronter ce qui nous perturbe ou ce qui nous dérange. Cet héroïsme, il ne vient pas du passé. On ne peut pas inoculer l'héroïsme à nos enfants. On ne peut que le faire s'épanouir à partir du moment où on a réalisé que la lâcheté conduit à l'autosuicide. Pas le suicide du corps, mais le suicide de notre, on va utiliser le terme occidental, de notre âme. Et c'est ça qui va nous donner le ressort de confronter nos peurs, de confronter nos angoisses, de confronter les difficultés que nous avons à nous affirmer par rapport aux pressions des autres qui veulent obtenir de nous ce que nous ne pouvons pas donner, mais nous, de notre côté, nous essayons d'obtenir des autres ce qu'ils ne peuvent pas donner, par exemple de l'amour ou par exemple de la reconnaissance. Euh, S'il n'y a pas d'amour de soi ou s'il n'y a pas de reconnaissance de soi par soi-même, c'est pas les autres qui vont nous le donner. C'est une phase transitoire, cette recherche peut-être, on est obligé de passer par là. Mais très vite, on doit s'apercevoir qu'elle est stérile, que c'est pas ainsi qu'on peut avancer dans la vie. Et pour ça, il faut une certaine stabilité. Alors, ça me ramène au Yoga Sutra quand même, et au thème précédent, Abhyasa Vairagya Abhyam, le thème de l'année dernière, qui a été traité aussi dans ces conférences. Euh, il y a quand même une magie, un mystère dans le yoga qui est celui d'Abhyasa. Hein, je vous rappelle la définition d'Abhyasa, c'est un effort en direction de la stabilité et Patanjali précise que ça prend du temps, ça demande une certaine dédication, du sérieux, pas d'interruption. Et ce dont je peux témoigner moi, c'est qu'une pratique assidue du yoga bête et méchant, asana et pranayama, quelque chose de très tangible, de très quotidien, ça produit un effet durable sur notre capacité à, d'une part, endurer la vie et d'autre part, faire face à ces situations émotionnelles qui peuvent autrement, non seulement nous perturber, mais même nous détruire. Donc ça, c'est un processus lent. Hein, quand au bout de 2 ou 3 ou 4 séjours, je ne sais plus, j'avais dit à Deshikacha, mais votre yoga, c'est rien du tout, ça conduira jamais à ce que les textes appellent la réalisation ou la libération. Il avait souri, il m'avait dit, vous verrez dans plusieurs années, vous m'en reparlerez. Bon, entre-temps, il est mort, le pauvre. Mais je peux en témoigner aujourd'hui, c'est vrai. Mais l'autre aspect, Vairagya, est plus subtil. On dit détachement, on dit non-coloration, on dit surtout, il me semble, de regarder avec acuité ce que la vie nous offre et de ne pas se laisser piéger par cette offrande, de la regarder toujours avec une forme de, alors je dirais presque de scepticisme, en tout cas de recul, pour pas se laisser piéger par les apparences, par ce qui, sur le moment, semble juste ou séduisant ou adéquat, et de rester vigilant sur les conséquences. Le pratipaksha bhavanam, les conséquences de comment, à partir de ce que la vie nous propose, on réagit ou on agit. Donc, Cindy, comment faire avec les émotions négatives? Ben déjà, il me semble, un point important, c'est de réaliser qu'on ne peut pas faire grand-chose.
c'est hors de notre pouvoir. C'est réaliser que la qualité essentielle d'un aspirant au yoga, c'est une forme d'humilité. Simplicité et humilité. C'est-à-dire reconnaître que s'il y a une toute-puissance, c'est pas cet individu qui la détient. Qu'on soit croyant ou incroyant, on voit bien qu'il y a une forme d'énergie à l'œuvre qui est l'univers, la vie, et cette forme d'énergie qui est l'univers et qui est la vie, c'est sans doute cela qui met en mouvement toute cet immense chatoiement d'expériences, de circonstances, d'espèces vivantes, de planètes, de galaxies. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas si c'est facile à trouver, mais dans les shorts, vous savez, de YouTube, les moments très courts, il y a Comment? je ne sais pas s'il y a un imam musulman qui, qui essaye de montrer C'est ma l'immensité participation d'Allah. Alors pour d'intéressement de ça, chez il ICK fait Audio. référence à, à la science en expliquant la taille de notre planète par rapport au Soleil, la taille du Soleil par rapport à la galaxie, la taille de la galaxie, la Voie lactée par rapport aux milliards d'autres galaxies que contient l'univers. Et il dit tout ça, c'est le monde d'ici par rapport au monde de l'au-delà qui est celui d'Allah. Donc c'est impossible à connaître, impossible à comprendre, impossible à maîtriser. Et nous, petits êtres humains, yogis ou non, en particulier yogi, parce que dans le Yoga Sutra, on parle beaucoup de maîtriser l'infiniment grand, l'infiniment petit, patati patata, on a la prétention qu'on a un pouvoir. Ça me semble être fondamental de réaliser qu'on n'en a pas et qu'on fait avec ce que l'on est, comme on peut, avec l'aide d'outils qui sont à peu près aussi performants que le silex à l'époque de la préhistoire, par rapport à l'immensité des difficultés que nous rencontrons dans les relations avec les autres, dans l'histoire de l'humanité sur cette planète, dans ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui, etc. Enfin, si vous pensez avoir un pouvoir, utilisez-le pour arrêter tous ces grands de ce monde qui sont en train de jouer avec nous et avec la planète sans beaucoup de considération ni pour l'air, ni pour l'eau, ni pour la terre, ni pour les animaux, ni pour les végétaux et certainement pas pour les humains. Donc ça veut dire qu'il y a euh, la nécessité de regarder, de voir autant que faire se peut, mais aussi la nécessité de reconnaître que même si on voit les choses un peu mieux, ça ne va pas nous donner une clé assurée pour savoir gérer nos émotions ou gérer les émotions ou changer nos sentiments ou se libérer des choses négatives. Ça veut dire qu'il faut arriver au point qu'on puisse s'aimer soi-même tel que l'on est, malgré ses limites. Et ça, c'est pas un processus qu'on peut obtenir de un tel ou une telle, de telle ou telle manière d'être, etc. C'est un processus qui nous y conduit euh, à travers les expériences de la vie, à condition de ne pas se mettre un bandeau sur les yeux, de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Ça va modifier petit à petit notre compréhension profonde et notre aptitude à accueillir et accepter ce que la vie nous, je dirais, offre, mais quelquefois nous impose aussi. Voilà. Donc je sais que c'est pas une réponse très pratique, très satisfaisante, mais je n'en ai pas de meilleure à proposer, Cindy. François, je ne sais pas si on peut te poser une question là déjà Ah maintenant. oui, 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 là, bah, les questions D'accord. sont bien.
Bienvenue, pardon. Est-ce que tu ne penses pas qu'une émotion, on va prendre les émotions problématiques dont tu as parlé, donc il y a une émergence, d'accord? Mais il y a aussi une origine. Ah Et oui. est-ce que tu ne penses pas que cette origine, c'est les kléchas? Au moins, les trois kléchas dont on peut avoir conscience dans la vie, l'attachement, le rejet et la peur. Et que tourner notre regard, non pas sur l'émergence, obligatoirement, peut-être d'abord sur l'émergence, mais après, tourner notre regard vers cette origine, en tout cas, si on peut la distinguer, ça ne règle pas tout, mais est-ce que c'est pas déjà un début de sortir de l'illusion? Alors, je te rappelle que les trois derniers que tu cites sont causés par Oui, Asmita Klesha. d'accord. Le Ok. sentiment que je suis ce personnage limité né le 10 septembre 1941 et de plus en plus proche du moment de sa disparition, bien qu'il ne le sache pas et qu'il ne le saura qu'au dernier moment ou accidentellement ou par maladie ou autre. Euh, donc, et que le asmita n'est que l'expression d'avidya de ce processus naturel qui fait que nous sommes amenés à croire à comment dire, au sérieux de l'existence et que nous sommes amenés à oublier notre nature essentielle, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas psychophysique, la psyché n'étant que de la matière, selon le yoga, n'étant qu'une forme de matière, le fonctionnement cérébral n'étant que de l'électromagnétisme et autres, qui produit de la pensée et l'identification est le pur produit de la pensée. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'identification. Je ne peux m'identifier au personnage que je suis qu'à condition que je me pense comme un personnage et on m'a appris à me penser comme un personnage. Donc, tout ce processus-là, bien sûr, ça fait partie de ce que le yoga nous propose pour avoir une autre façon de voir les choses que celle que nos ancêtres et notre culture nous a amenés à penser et à croire. Mais ultimement, qui détient le pouvoir? Avidya n'est que la manifestation des lois naturelles de la Prakriti. Mais la Prakriti, même si on s'en tient au Sankhya, qui est quand même une façon de voir les choses assez limitée, la Prakriti est éternelle et elle est en constant dialogue, ou en tout cas plus exactement en constant miroir avec la dimension qui est au-delà d'elle-même, qui est qualifiée de Purusha, mais dans les écoles plus profondes que le Sankhya, je dirais plus profondes dans le sens spirituellement plus profonde, comme le Vedanta ou autre, l'acteur ultime, qu'on l'appelle Purusha ou qu'on l'appelle Paramatman, ou qu'on l'appelle Shiva, dépasse infiniment la prakriti et ses limites. Donc, nous sommes amenés enfin, moi, je suis amené au même constat, au constat qu'on fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, tous les grands mystiques de toutes les religions ou autres mystiques hors religion, c'est que l'être humain c'est même pas un micron dans l'univers et que son inquiétude sur la bonne gestion de sa vie ou la mauvaise gestion de sa vie, c'est pipeau par rapport à la réalité ultime de la vie elle-même et de l'univers, et que c'est cette prise de conscience-là qui va relativiser et nous permettre donc d'échapper au sentiment de culpabilité, au sentiment de responsabilité, à la peur qui en résulte, au sentiment de séparation, donc au point de départ de tous les conflits, et peut-être nous donner cette aisance du surfeur sur la vague, qui surfe sur les événements de l'existence, mais qui à un moment ou à un autre va être submergé par la vague. Et c'est normal. Mais ça donne une autre manière de respirer dans la vie quotidienne
que celle de penser qu'il y a eu un péché originel ou qu'il y a un cycle indéfini de naissance et renaissance jusqu'à ce qu'on trouve la clé qui nous ouvre la porte de la libération et tout ce fatras que l'esprit humain s'est encombré à créer plutôt que de voir les choses beaucoup plus simplement telles qu'elles sont d'ici, d'instant en instant, ici et maintenant. Ouh, Si tu veux, la question que je te posais, c'était plus sur un mode relatif que sur un mode absolu. Ce que tu viens ce que tu viens de décrire, et je suis d'accord avec ça, bien oui, sûr. Mais moi, il me semble quand même, euh, oui, pour aller vers un peu de discernement, peut-être pas le discernement, si tu veux, on parle vraiment le yoga, de faire la différence entre Purusha Prakriti, mais aller vers plus de discernement dans notre vie, que quand quelque chose en moi pousse, qui est de l'ordre de l'agressivité, qui est de l'ordre de la colère, qui est de l'ordre de la violence, je, si j'ai la possibilité de ne pas réagir immédiatement et d'avoir un regard beaucoup plus global qui peut voir en même temps l'origine, l'émergence et la conséquence, si tu veux, ça peut être oui, quelque chose d'utile et qui peut me oui, permettre d'en sortir à la longue. oui, et ça a lieu dès la posture. La posture, la pratique posturale de yoga Ah oui, euh, bien sûr. intelligente conduit à cette réalisation petit pas après petit pas. Parce que on est en relation avec soi-même à travers le corps et tous les kléchas dont tu parles, dont Patanjali parle, se révèlent au fur et à mesure, deviennent très tangibles. Et c'est évidemment un point d'appui durable, mais qui est en même temps lent. Et je pense que en tant que formateur de yoga, dans ton cas, ou enseignant de yoga, c'est important de faire les deux, c'est-à-dire à la fois d'offrir la lenteur du processus par lequel les gens peuvent se transformer à travers, à condition que il y ait une pratique régulière, constante, etc. Parce que petit à petit, les choses se découvrent, se dévoilent, se révèlent, se clarifient, se précisent, y compris le sentiment je ne suis rien, rien n'est à moi, comme le dit le Sankhya à la fin. Hein. Je ne suis pas, rien n'est à moi. Bah, c'est tout à fait fondamental. Et en même temps, de montrer que il y a la nécessité aussi de couper à travers le temps, parce que le temps est un leurre, et que l'accès immédiat, même s'il est la plupart du temps fugitif, la plupart du temps évanescent, peut-être ne se répète-t-il pas, ou peut-être se répète-t-il à plusieurs reprises, est un élément aussi fondamental dans une démarche de transformation. Parce que si nous comptons seulement sur le passage du temps pour nous transformer, alors, à mon avis, le risque, c'est que et la philosophie du yoga et sa pratique deviennent des éléments de confort, au même titre que la famille, le boulot, la politique et tout le reste. Et donc, il y a besoin des deux. Il y a besoin de la progression que le temps permet et il y a le besoin de la secousse de la bombe atomique qui réveille. Et c'est ça notre fonction, fondamentalement. Être capable de l'un et de l'autre, pas seulement de l'un ou de l'autre. Et bon, bien sûr, moi, tardivement dans mon existence de formateur de yoga, je me suis autorisé, après de multiples années, parce que Krishnamurti, de ce point de vue, c'est pas inné, hein. La manière dont il a enseigné, ça coupe court à toute tentative de vouloir reproduire ce qu'il a fait. Mais néanmoins, avec le temps, je suis arrivé au point où je considère que c'est fondamental pour un enseignant de yoga et un formateur a fortiori de ne pas se contenter de proposer un chemin progressif. Il faut aussi rentrer dans l'art et
faire exploser les, les convictions et les croyances qui maintiennent dans le doux ronron, plus ou moins adapté, de la vie quotidienne, de la petite pratique de yoga qui rassure, parce qu'autrement, la force du yoga va se perdre. Et elle est en train de se perdre. L'organisation, le mot le pire qui puisse être introduit dans le monde du yoga, organisé. Même s'il y a quelque chose de positif dans les organes et l'organisation, malheureusement, toute organisation tue la force du feu et de la flamme requis pour dépasser notre paresse. Ça pourrait être le mot de la fin, hein, mais je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir si j'ai d'autres choses à dire, mais en attendant, si vous avez des questions, elles sont bienvenues. Ouais, j'ai encore une question, François. Oui. Tu dis d'arrêter les émotions. Moi, je me pose vraiment la question quand une émotion arrive. Bien sûr qu'elle peut faire bombe atomique, mais tu peux aussi nourrir cette bombe ou la laisser complètement retomber. Euh, et il me semble qu'il est bon de laisser retomber quelque part la bombe plutôt que de la nourrir, non? Oui, je suis pas sûr que tu as bien entendu ce que j'ai dit, mais comment tu as dit au début? Que Que j'encourageais à supprimer les émotions? Non, c'est pas ça que tu as dit. l'inverse. Ah bon, d'accord. Non, je dis pas que il faut entretenir la bombe, si c'est ça que tu sous-entends. Ben, tu vois, t'as par exemple un sentiment de tristesse. Bon, Oui. bah, tu laisses émerger cette tristesse, mais ou t'en fais une pendule, ou alors tu laisses filer, Alors, tu vois juste la chose oui, tout à et fait. basta. Ben, la tristesse, elle est souvent justifiée. Je veux dire, on n'est pas triste sans raison. Là où Mhm. ça devient grave, c'est quand ça devient dépression, c'est-à-dire une sorte de tristesse chronique, parce qu'on s'est enfermé dans des pensées nourries par le passé, nourries par les circonstances de vie, qui font que ce qui pourrait être une tristesse salvatrice, comme une pluie est salvatrice pour nettoyer le paysage, devient un poison. Donc là aussi, c'est une question de vie, de voir, comme tu l'as dit, clairement, si cette tristesse que j'éprouve, quelle est quel est son point de départ, quelle est sa cause, quelle est son origine. Hein, si je perds un être cher, la tristesse, elle est une réaction absolument indispensable. Les larmes sont absolument indispensables. D'ailleurs, les anciens le comprenaient avec les pleureuses. Hein, quand on n'arrive pas à pleurer parce que la société dit c'est pas bien de pleurer, les hommes en particulier, il faut pas pleurer, etc. Les pleureuses entraînaient les gens à pleurer. Parce que si on se libère pas par les pleurs, qui est la réaction normale quand on perd quelqu'un ou quelque chose qui nous est cher, eh ben, ça va devenir autre chose que la réaction naturelle et normale de la tristesse. Ça va devenir peut-être la dépression ou ça va devenir le ressentiment contre Dieu, le ressentiment contre la vie, le ressentiment contre la société dans laquelle on vit, parce que on n'aura pas exprimé fondamentalement la tristesse au moment où il fallait l'exprimer. Alors, la colère, c'est plus compliqué, parce que la colère, il faudrait pouvoir l'exprimer sans vis-à-vis. Parce que dès qu'il y a un vis-à-vis de la colère, on entraîne des conséquences qui nous échappent. Et surtout quand c'est avec des gens proches, enfants, parents, conjoints, conjointes, on peut se libérer de la colère en l'exprimant, mais les conséquences, elles vont être terribles. Elles vont être destructrices de la relation. Donc là, c'est plus compliqué.
Là, c'est bien d'aller s'enfermer et d'avoir un punching ball ou un matelas et une batte de baseball ou tout autre objet sur lequel on peut, si c'est nécessaire, épuiser cette énergie destructrice autrement que avec des mots ou avec des gestes, exprimer la colère sur autrui. Je crois qu'il y a Michel qui veut poser une question. Oui, François. En plus de tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'on ne peut pas ajouter deux choses par rapport à nos émotions et en particulier les émotions désagréables? Parce qu'on n'a pas tellement parlé des émotions réjouissantes, il y en a aussi. Alors, par rapport aux émotions désagréables, je dirais de l'enseignement que je crois avoir retenu dans la sphère du yoga, il y a une première idée qui est celle de la juste distance et une deuxième qui est de dire euh, je suis plus que mon émotion. Mon émotion ne remplit pas la totalité de ce que je suis. Qu'est-ce que tu penses de ces deux ajouts? Le deuxième surtout. Le deuxième J'en surtout. pense du bien, oui. Je suis plus large que ce qui m'arrive. Je suis plus vaste que ce qui m'arrive. Je ne suis pas limité par ce qui m'arrive. Si on est capable de ça, oui. Oui, Mais tu m'as ouvert une piste importante. Merci. Vraiment. Qui est, tu as parlé d'émotions désagréables et émotions agréables. Alors, j'ai envie de développer la chose suivante, c'est que il y a autant de pièges à éviter fondamentalement dans les émotions agréables que dans les émotions désagréables. Le Sankhya le dit, Sattva nous lie par le plaisir. Hein, ce qui est agréable, ce qui est équilibré, ce qui est décent, ça nous lie par le plaisir, c'est-à-dire ce que Patanjali appelle raga, le désir de renouvellement des expériences agréables. Mais au-delà de ce lien, ça surtout fortifie le sentiment d'être ce personnage que je crois être. C'est-à-dire, ça me continue dans mes limites. Hein. C'est pour ça que les expériences extatiques, les bouddhistes l'ont très bien compris, hein, je crois, en tout cas le Bouddha. Je ne sais pas les bouddhistes, hein, parce que je ne les connais pas bien. Mais toute expérience extatique est extraordinairement euh, dangereuse. Steve Jourdain le disait aussi, cet éveillé français. Il disait que le pire obstacle à la réalisation et à l'éveil, c'est l'extase. C'est-à-dire toute expérience transcendante, de quelque nature que ce soit, fortifie le sentiment d'être un être exceptionnel et donc un être séparé. Ça ne nous aide pas à reconnaître que nous formons un tout, que nous sommes ce tout, qu'il n'y a pas de différence entre les êtres et les choses, et les animaux bien sûr, et les autres êtres vivants, mais pas seulement les êtres inanimés et les êtres animés. Il faut être poète comme Gérard de Nerval pour le réaliser, et en général, un poète comme Gérard de Nerval termine sa vie dans un asile d'aliénés parce que les êtres humains n'aiment pas ce genre de réalisation. Ça va trop à l'encontre de la conscience ordinaire, de la conscience majoritaire de l'humanité. Donc, oui, les expériences désagréables sont des obstacles peut-être plus dangereux que les expériences agréables. Merci les expériences désagréables parce qu'au moins on ne s'attache pas à vous. Danger avec les expériences agréables parce qu'on s'attache. Et à partir du moment où on s'attache à quelque chose, on fortifie l'idée qu'on possède cette chose, donc on est ce personnage qu'on croit être. Et c'est là toute la problématique décrite dans le second chapitre avec la description des kleshas. La première expression de la méconnaissance, c'est le sentiment je suis. Moi, séparé, je suis en tant qu'individu séparé. Je ne réalise pas que je suis de la nature de l'immensité qui est à l'œuvre dans cette vie et univers et existence.
Oui, François, c'est il y ce a que encore j'écris une dans le texte. question. D'ailleurs, ensuite, parlons des émotions nourrissantes, la vision de la beauté, les sensations d'ouverture du cœur et des sens. Laissons-les nous pénétrer entièrement, mais restons vigilants car ils peuvent renforcer le désir de renouveler ces expériences. Et en plus, et je ne l'ai pas mis là, ça fortifie le sentiment de séparation et d'identité séparée. Qui est-ce qui parlait là que j'ai interrompu? Oui, c'était moi, François. Oui, Je lui. constate qu'il y a encore une question dans le chat de Marie-Paul Chambry. Oui, dis-moi, où je regarde. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Dans sa pratique personnelle, voulez-vous dire que l'habitude est un poison et qu'il est sain de temps en temps de bousculer tout ça et de réinterroger, oui, sa pratique. Ça, c'est la question de Oh, je Marie. pense que la pratique, même si elle est coutumière habituelle, c'est pas là où se situe le vrai problème de l'enfermement dans le confort. C'est plus dans la manière dont nous vivons nos vies et attribuons de l'importance fondamentalement à des choses qui n'en ont pas et nous inquiétons pour des choses qui ne devraient pas nous inquiéter. C'est là où réside vraiment le danger du confort, et de l'habitude, c'est de s'enfermer dans une manière de voir qui nous empêche d'être vigilants et à l'écoute. Et la pratique, il y a une nécessité. Le corps n'est pas quelque chose qui aime être bousculé tout le temps et être, euh, comment dire, soumis à des transformations incessantes de rythme, de posture, etc. L'évolution, à mon avis, l'évolution d'une pratique doit être très progressive. Le corps a besoin d'habitude. Ah, si vous mangez jamais pimenté et d'un seul coup vous prenez des plats épicés, votre corps il va pas être content. Si vous prenez un peu d'épices et puis un peu plus et un peu plus, vous pouvez aller dans le sud de l'Inde et manger les plats épicés. Votre corps ne dira plus rien de négatif par rapport à ça. Donc, l'organisme et la posture travaille sur l'organisme essentiellement, le corps et le cerveau et le souffle. L'organisme n'aime pas être violenté. C'est pour ça que pour nous, dans le Vinyasa Yoga, en tout cas, c'est essentiel qu'il y ait une progressivité, qu'on ne change pas brutalement les choses. Alors, donc, c'est pas là que réside le danger du confort et de l'habitude. C'est dans nos vies quotidiennes, l'importance qu'on attribue à nos enfants, à notre succès, à notre profession, à nos parents, euh, à nos maisons, à, à nos voitures, à nos vêtements. Tout ça, c'est secondaire. C'est quelque chose qui devrait aller de soi, qui ne devrait pas poser de problème. Et ça en pose. Et ça en fait qu'en poser. Et c'est devenu, c'est ça que j'appelle le confort. Il y a une main levée, c'est Laurence, mais tu as peut-être oublié de l'enlever ou tu as une question? Non, j'ai une question. Ah, J'ai essayé de ne pas perdre ma question tout en écoutant ce que tu étais en train de dire. elle va revenir de toute façon. Si c'est une vraie question, elle va revenir. Alors, par rapport aux émotions, à l'attachement aux émotions qu'on pourrait qualifier de positives et Agréable, oui. voilà, agréables, on va dire. Oui, déjà, c'est un peu dommage qu'on classifie parce que ben, bien sûr que c'est moins confortable, mais je sais pas qu'est-ce qui nous a amené à classifier. Je me suis souvent posé la question, j'ai pas attendu de réponse particulière, simplement j'ai constaté ça. Maintenant, comment on peut s'attacher à une émotion agréable? Parce que je fais de temps en temps l'expérience suivante, sans raison, sans cause, enfin quelque chose que je ne sais pas d'où ça vient. Mais je ressens parfois un, un moment de bonheur qui me traverse, mais qui n'est pas prémédité. Enfin, je me sens traversée et c'est assez furtif. Et je vois pas comment je pourrais m'attacher à quelque chose comme ça parce que ça me traverse sans que consciemment, au préalable, j'ai fait quelque chose pour être traversée par ça. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis?
j'ai du mal à... C'est très clair, et c'est tout à fait normal que tu puisses pas t'y attacher parce que c'est absolument hors de ton pouvoir que ça se produise. Et donc, si vraiment tu cherchais à le posséder, tu te créerais l'enfer Hmm. toi-même. Oui, mais en fait, c'est ça, je cherche pas. Je me dis, tiens, c'est agréable et je sais que, ben, je sais ce que tu es en train de me dire en fait, que je peux pas, je vais pas essayer de faire je ne sais trop quoi parce que je sais même pas qu'est-ce qui a produit pour essayer de revivre ce truc. Je le vis au moment où je le vis, je me dis cadeau, mais j'essaie pas de, tu vois, j'essaie pas de reproduire. Donc du coup, je me dis que globalement, justement, bah, c'est complètement ce que tu dis, que d'essayer de m'acharner à reproduire une émotion agréable, c'est me tirer une balle dans le pied parce que quelque part, je sais pas Oui, trop, mais est-ce que c'est vraiment d'une émotion dont tu parles là? Je sais pas. ben, rien, c'est quelque chose qui, je ressens par moment, mais à n'importe quel moment de la journée, quelque chose qui me traverse, qui ressemble à de la joie, quelque chose que je qualifierais comme de la joie, un espèce de bonheur intérieur, mais je sais pas d'où ça vient. Et je D'accord. Je cherche vais te pas. donner un exemple. Hmm. Il y a des années, je venais de rentrer de l'Inde, peut-être le deuxième. Non, c'était à la suite du premier voyage où j'avais découvert et écouté Krishnamurti à Delhi, ensuite à Benares, et j'avais été marqué par un aspect de son enseignement quand il disait vous n'êtes pas capable de regarder un nuage sans le nommer, un arbre sans le nommer, etc. Donc, en l'écoutant, j'avais fait l'expérience de quelque chose de transcendant. Effectivement, une présence sans mots, sans personne ici pour être présent de quoi que ce soit, mais néanmoins un état de totale présence. Et donc, rentré chez moi en France, à l'époque, on avait une ferme en Normandie et personne n'y habitait. On y allait en vacances de temps en temps. Moi, j'ai dit à ma mère à ce moment-là et à ma soeur et à mon frère, bon, bah, moi, je me retire en Normandie pendant un temps et donc je suis allé vivre là-bas. Et tous les jours, religieusement, et même toutes les nuits, quand il y avait la pleine lune, j'allais m'asseoir dans un champ et je regardais les arbres et je regardais la prairie et je regardais la lune et les nuages, etc. Toujours dans l'attente du moment où enfin cet état allait revenir. Donc j'étais attaché à ça, tu vois. Et pourtant cet état-là, il a été provoqué par l'écoute attentive de quelqu'un qui parlait avec justesse de quelque chose de fondamental, mais néanmoins ça a été tout à fait perverti par le personnage qui s'est dit, ouah, je veux posséder ça. Hmm. Bon, ça, il m'a fallu quelque temps avant de le réaliser, mais une fois que tu réalises ce genre de choses, fini, tu cherches plus d'expérience transcendante, tu cherches plus à atteindre quoi que ce soit, parce que tu te rends compte que tout mouvement dans cette direction, c'est l'expression même de ce que tu essayes de dépasser ou de transcender ou de résoudre, enfin peu importe le terme qu'on donne. Et, et donc là, c'est fini. Ça simplifie beaucoup la vie. Tu cherches plus. Hmm. Oui. Maintenant, si tu me dis, euh, je t'invite à venir passer quelques jours chez moi, qu'est-ce que je te prépare au petit déjeuner? Une tisane, du thé ou du café? Je vais te dire immédiatement du thé. Parce que le thé, c'est une expérience pour moi, une habitude que j'aime. Et je vois aucune raison de m'en passer. Et je vois aucune raison de ne pas boire du thé parce que je préfère le thé au café ou aux tisanes ou au chocolat. Après, donc il y a ça, il y a le corps. Le corps, il est conditionné dès la naissance par le lait maternel, mais ensuite par les aliments qu'on lui donne. Et le conditionnement est très profondément ancré dans les cellules. Et pour en changer, il faut de vraiment bonnes raisons. Moi, quand je suis devenu végétarien, ça a été suite à deux chocs. Premier choc, mon beau-frère m'invite à la chasse, je tire sans trop viser, un pigeon tombe, je vois l'animal agonisant. Ah, ça m'a fait un choc. Et presque tout de suite après, ma mère et moi, on est invités, j'ai peut-être déjà raconté l'histoire, mais tant pis,
On est invité chez des richissimes, lui américain, elle russe, il avait acheté un titre marquis d'eux, etc. Et ils nous servent des côtes de bœuf saignantes et eux, ils mangent des avocats et de la salade. Et je leur dis, mais pourquoi nous, on a des côtes de bœuf et vous... Et il nous explique à ma mère et à moi qu'ils ont adopté un fils de Maharaja orphelin en Inde et que ce fils orphelin qui était adulte, mais appauvri, avait un gourou Jain. Et il les a amenés, ces deux, l'américain et le russe, chez son gourou Jain. Et ils nous ont expliqué, lui et elle, comment le maître Jain leur avait parlé. Et ce qu'ils ont dit de ce qu'avait dit le maître Jain, ça a été à nouveau. Et à partir de là, je suis rentré chez moi, j'ai dit à la cuisinière de me préparer plus à manger de la viande. Elle m'a dit, si, 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 je vous fais un bon poulet. J'ai plus jamais touché à la viande. Enfin, plus jamais, c'est pas tout à fait juste, mais pendant des années, j'ai réessayé un moment et puis ça a duré 3 semaines au Maroc parce que c'était plus commode, mais ça n'était pas du tout probant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se passent où le corps peut changer brutalement parce qu'il y a une prise de conscience qui est plus forte que ses habitudes. Mais autrement, le corps a besoin de temps, de progressivité, de s'acclimater aux postures ou à la nourriture ou aux boissons. Et c'est jamais très bon de le violenter, à mon avis. Ouais. Oui, oui. Bien, eh ben, je crois qu'on arrive plus ou moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous allez être frustré, hein, mais c'est pas grave. Cindy a une question? Non? Bon, non, parce que je vois des. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre écoute. Et puis, je sais que mes conférences sont jamais très, comment dire, calculées, mais j'aime bien les choses spontanées et voilà. Et il va falloir que je refasse, non pas la même chose, mais autrement en anglais bientôt. Donc, souhaitez-moi du courage pour confronter ce thème dans une langue qui n'est pas ma langue de naissance. Je vous souhaite une bonne soirée et si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez toujours, soit directement si vous avez mon adresse, soit par Luc, me les envoyer et j'essaierai d'y répondre. François, ce que je pourrais faire, c'est quand j'envoie le lien vers le replay, Oui, de oui. mentionner également ton adresse mail si ça... Oui, oui, tout à fait. D'accord? Oui, Comme ça, oui, si les oui. gens ont des questions, ils peuvent directement s'adresser à toi. Parfait. Alors, un grand merci, euh, François, pour cette conférence très intéressante, très enrichissante. Merci. Je m'excuse parce que j'ai oublié quelque chose dans l'introduction. J'ai oublié ta biographie. Oh, ben, c'est pas grave parce que ça a vraiment aucune espèce d'importance. Puis j'en ai donné un petit bout là avec l'histoire de du pigeon et de l'Amérique. Ah oui, mais La ça c'est... guerre n'était pas froide entre eux, c'était une guerre chaude entre elle, la Russe, un caractère extraordinaire, et lui, l'Américain, très cool. Mais c'est lui qui avait les cordons de la bourse, donc elle était obligée quand même. J'ai failli me faire dévorer parce qu'elle avait un, c'était un lion, oui. Elle avait, je ne savais plus si c'était un tigre ou un lion. Elle avait un lion qui était domestique avec elle, mais qui n'était pas du tout sympa avec les visiteurs. Donc, c'était pas à Paris, là, mais on avait été invité ensuite à Barcelone. Et c'est là où elle avait son lion. Et ben, j'ai bien cru qu'il allait me bouffer, le sale bête. Voilà, mais je suis là aujourd'hui quand même, encore pour quelque temps. Merci Luc, merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé. Donc, comme François dit, bientôt, il va présenter le même sujet en anglais. Ce sera le 22 janvier. Et il y aura aussi en français Denis Perret. Ça, c'est le 24 24. janvier. Et Conchita Morena, il va donner également une conférence en français le 31 janvier. Alors, donc, un de ces jours, je vous envoie le mail avec le replay
Et il y a aussi la possibilité de donner un feedback via un questionnaire. Et il y a également la possibilité de faire un petit don à l'Union européenne de yoga. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, un beau week-end et probablement à la prochaine. Namaste. Namaste.